Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons & Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir, salut. Un troisième épisode qui fait suite à un épisode 2, une info entre achat et profit, on va dire pécunier. Oui, encore un où c'est pas passé grand-chose. Oh, il y a eu quand même petite... Ouais. On n'a toujours pas utilisé, mais on ne sait jamais, peut-être qu'à cet épisode, nous allons utiliser les figurines de notre partenaire Craft sur table, que vous pouvez voir en lien sous la vidéo, qui sont peintes toujours par Ludo et Mika. On les remercie pour ça, et puis merci aussi à notre sponsor DK Initiative, qui nous aide bien toujours pour nos vidéos. Et même chose, lien sous la vidéo. On a un Tipeee aussi, si vous voulez nous aider. Voilà, ne serait-ce qu'1 €. Nous pouvons compter sur vous, on le sait, que ça soit sur le Tipeee ou même avec vos gros pouces levés vers le haut. Des abonnés de plus en plus assidus, tant mieux, c'est cool. Et on est toujours dans cet empire lunaire. Et qui dit épisode 3, dit forcément résumé de l'épisode 2, qui sera fait par Chat. Oui, c'est moi ce soir. Donc nous étions en discussion avec le duc de Champagne, qui nous a donné quelques informations supplémentaires, notamment que, en fait, Aldébaran aurait subi une énorme déflagration avec une boule de feu visible à des kilomètres, et avec une détonation qui aurait coulé la cité sous la lave. Donc on ne sait pas trop encore quelles en seraient les raisons. Peut-être allons-nous le découvrir en allant voir notamment Ligart, merci, qui serait un contact du duc de Champagne, proche de l'impératrice visiblement, qui se trouve dans la bibliothèque impériale. Nous allons du coup nous y rendre, tout en passant faire des petits achats. Acheter des potions, c'est toujours une excellente idée dans ce jeu. qui est mieux. Avec des potions notamment, des petits poisons pour certains, des pierres pour d'autres, voilà, qui nous aideront certainement dans notre quête future. Et nous avons ensuite été dans cette bibliothèque et la suite. Le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Le bruit des marches à chacun de vos pas vous rappelle le but de cette pénible ascension, étage après étage. La rencontre avec le comte de Cossigan, le maître des lieux. Maître Loïc devant vous, dans sa robe de bure, ocre et sa tonsure, le jeune érudit vous mène en direction du 6e étage. Entre les rayonnages que vous êtes parfois obligé d'emprunter, faute d'un escalier en colimaçon menant directement à chaque étage, vous sentez l'odeur des vieux livres. Mélange étrange légèrement sucré aux notes de vanille et d'amande liées à la dégradation de la cellulose et de la lignine, composant ces vénérables ouvrages. Les couloirs sont larges et nombreux, et parfois éclairés par des ouvrants menant directement vers l'extérieur ensoleillé. Vous arrivez sur votre gauche vers un petit sentier aboutissant vers une grande salle circulaire. Ce maigre tunnel, formé par le chemin, conduit à la vaste pièce où se trouve en son centre une immense table ronde de 8 mètres de diamètre. Sur celle-ci, parchemins et manuscrits sont posés un peu partout de manière désordonnée. Un vrai capharnaüm, vous dites-vous naturellement. Présentation de différentes régions sur certaines cartes, croquis militaires, manuscrits anciens, pléthore de documents s'amoncellent dans cet espace et sur la table,
où la douce lumière des rayons du soleil pénètre fébrilement les lieux. Attablé, face à vous, un homme. Un brun au reflet roux, très charismatique. La lumière joue avec les ombres et particulièrement sur le visage de cet homme qui se trouve à moitié absorbé par l'obscurité, comme encapé par les ténèbres, lui donnant un air mystérieux. Dans son pourpoint rouge et noir aux couleurs de l'Empire, l'homme a une très grande prestance calculée. Pourtant, sa barbe n'est pas très bien travaillée et son regard froid ainsi que son visage émacié dénotent avec la tenue de l'individu devant vous. Il s'affaire à déplacer quelques cartes, ne faisant pas du tout attention à votre arrivée. Maître Loïc se rapproche de lui, suggère votre présence par un petit raclement de gorge et attend. L'homme, au somptueux pourpoint, lève la tête, dans la direction du jeune maître, puis vers vous. Sans transition, il prononce ses premiers mots. Vous voulez ? Vous parlez. Bien. Maître Loïc, vous pouvez disposer. Et vous voyez que Maître Loïc sort, après avoir fait un petit geste pour vous saluer, il sort aussitôt en prenant le sentier, et vous entendez ces bruits de pas le long de ce long couloir où personne ne se trouvait, mis à part donc votre présence à vous et celle du comte de Cossigan. Bien. Tu vois qu'il s'assoit sur une des multiples chaises que vous avez autour de cette table octogonale. Très bien, qui fait à peu près, elle est vraiment extrêmement large, hein, elle fait à peu près bien 10 mètres de diamètre, donc elle est extrêmement large, et pourtant vous avez plein de bouquins, alors parfois ça fait des monticules d'ouvrages, vous voyez parfois donc différents ouvrages plus ou moins anciens, et des parchemins un peu partout, vous avez vraiment l'impression d'une sorte de capharnaüm sur cette table, et vous voyez que donc il se pose, il vous regarde, l'air un peu fatigué, vous voyez que les traits sont assez tirés, vous voyez qu'il a l'air assez fatigué, et donc finalement il attend quelque chose de vous, il attend plusieurs secondes, il dit très bien, bien que puis-je faire pour vous ? Déjà, on va vous se présenter. Nous sommes la compagnie Malégole. Nous venons de la part du duc de Champagne. Très bien, c'est ce qu'on m'a dit, Oui, il vous a informé en tout cas le message m'a été transmis. de notre visite, simplement. Lors d'une mission qui nous a été confiée, nous avons été à Aldébaran. Tu vois que pendant que tu parles, il est en train de sortir une pipe en bois, très bien ouvragée, il commence à la fumer. Tu vois que il t'écoute, mais il a l'air légèrement ailleurs en même temps. Ok, ça Agréable. marche. Bon bah du coup voilà, je lui raconte nos péripéties, ce qu'on a vu là-bas, Mhm. et je lui dis en gros que on est là pour recouper un peu les informations, notamment sur la magie qui nous semblait ancienne, celle qu'on a découverte là-bas, et qui potentiellement serait liée avec ce qui se passe actuellement dans la cité. D'accord. Et en quoi puis-je être utile à tout votre périple ? Essayer d'avoir peut-être d'autres sources d'informations qui pourraient recouper les nôtres et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Notre objectif est de comprendre justement ce qui se passe là-bas, enfin ce qui s'est passé, et voir les conséquences que ça peut avoir aujourd'hui sur le royaume. Mhm. Car tout nous semble lié. Peut-être. La sombre sente, La maladie. La maladie. Nous avons rencontré là-bas une personne très sombre qui nous a avertis d'une... Ces termes, c'était... Qu'elle allait déclencher l'apocalypse. Voilà. Mhm. Bien, n'hésitez pas à consulter tous les ouvrages dont vous avez besoin à l'intérieur de la bibliothèque. Est-ce qu'il y a des pistes que nous devons exploiter en priorité ? Pas La que bibliothèque je est très sache. grande, hein. Oui. Le but, c'est d'aller au plus vite, vu l'urgence de la situation. Effectivement, eh bien, demandez à Maître Franck qui se trouve au comptoir des informations. Ce n'est pas de mon ressort. Il nous a aussi été dit que vous pouviez nous arranger une entrevue avec l'empereur. Et j'entends par on Foulk. On nous a dit.
Vous avez quel degré de lien avec Foulk? Professionnel. Oui, voilà. Purement professionnel, c'est notre donneur. Ça a été notre donneur d'ordre pour aller à Aldébaran. Mhm. D'accord. Et donc, il pense que je vais vous permettre d'avoir un pass vers l'empereur et n'importe quelle personne du palais. C'est l'idée, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit précisément là-dessus? Qu'étant donné les informations que nous détenons, il serait peut-être bon que l'écho du fragment du sénite soit au courant. Fais-moi un test de charisme. The first one. Yes, 15 plus 1, 16. Mhm. Donc il retire le tabac de sa pipe. Potentiellement, je peux vous accorder un passage vers le palais. Maintenant, de savoir si précisément j'y trouve mon intérêt, là est une autre question. Votre intérêt, c'est peut-être que si un jour on arrive à arriver face à l'écho et que l'écho sache que vous aviez cette information avant qu'on la lui donne et que vous ne la lui avez pas donnée, je suis pas sûre qu'il soit très content. Soit. Bien. Je suis épatée par Aguilat. Ça me saoule un peu là. Au palais, vous avez différentes influences. Je peux vous permettre d'accéder à l'une de ces personnes, mais pas à l'écho directement. Maintenant, ça sera à vous de voir si vous arriverez à intéresser la personne avec laquelle je vais vous mettre en contact. Je connais personnellement l'impératrice. Ce que vous allez faire, tu vois, qui prend un ouvrage directement, tu vois que c'est presque instinctif, il sait particulièrement ce qu'il doit récupérer, il prend un ouvrage. Ce que vous allez faire, c'est remettre cet ouvrage, tu vois qu'il te le passe. Donc tu vois que c'est écrit les mémoires de Virme III, le Clément. Virme III est l'un des empereurs les plus connus du premier empire lunaire. Selon la légende, il fut empereur à 7 ans, très vite touché par le fléau des dieux impies, la lèpre. Portant un masque d'or dès son plus jeune âge, pour dissimuler le mal qui le rongeait, il dut se battre tout au long de son règne contre les partisans de sa jeune sœur, adepte de Sélénée et cherchant à fragiliser le destin impérial de son frère. Pour pallier son handicap, il devint un puissant mage, l'un des plus forts et des plus déterminés, tandis que son corps terrestre l'abandonnait peu à peu. Avec le temps, la rancœur de la sœur mena vers une guerre qui faillit créer un schisme au sein de l'Empire. Il fallut que l'Empereur Rouge terrasse lui-même le champion de sa sœur pour en finir définitivement avec ses revendications. Humble et clément, il accorda son pardon à sa sœur. Pour célébrer cette paix retrouvée, il forgea l'épée longue joyeuse, l'épée magique que porta plus tard Charlemagne lors de son combat contre Prométhée. L'arme même qui pourfendit, quelque part, Virme III mit fin une nouvelle fois au chaos sévissant au sein de l'Empire lunaire. Vous allez le présenter à l'entrée. Vous direz que c'est pour l'impératrice. Elle saura qui vous a envoyé. Ok. Très bien. Bien. Est-ce que je peux vous être utile pour autre chose? Non, je crois que c'est ce qu'on va faire et on va pas vous déranger plus. Vous avez l'air d'être très occupé. Oui. Eh bien, je vous remercie pour cela. Tu vois qu'il remet, il bourre sa pipe de nouveau, il l'allume. Je vous laisse donc à vos occupations et je reste sur les miennes. Et tu vois qu'il fait plus du tout attention à vous. Sympa l'accueil. Bah, on se casse. On s'en va. Tu vois qu'il fait juste un signe et il continue à travailler. Moi, je préfère à la limite Maître Franck. Une fois sorti du bureau. Donc vous êtes sur ce long couloir, vous entendez le bruit de vos pas. Donc vous avez vraiment un écho assez important finalement, vu que vous êtes tout seul dans ce long couloir. Vous avez toujours ces lumières qui travaillent les ombres, qui essayent de chercher un petit peu donc l'obscurité. Moi, je peux feuilleter le bouquin. Oui, et tu comprends en le feuilletant rapidement qu'il fait partie d'un ensemble de corpus rédigés. Il y a fort longtemps, dans le but de retracer la vie des différents empereurs rouges, les empereurs du premier empire lunaire. Dans cet ouvrage,
que tu parcours, tu aperçois une enluminure représentant une créature protectrice du premier empire lunaire, le Sépharin. D'après ce récit, le Sépharin, signifiant le brûlant, est une entité envoyée par Sélénée lors de son ascension en tant que déesse pour veiller sur la protection des empereurs rouges. Certains affirment que les malédictions lancées par les empereurs rouges, notamment Uldren IV le bourreau qui en abusa plus d'une fois, furent déployées et mises à exécution par le Sépharin. Beaucoup ont vu en Charlemagne et son contrôle du phénix impérial une réminiscence de cette période et le signe que le premier des Phéniciers était le champion de la ligne rouge. Une fois compulsé, vous êtes de nouveau dans le couloir, seul. Qu'est-ce qu'on fait? Bibliothèque ou... Là, on est dans l'après-midi, du coup. Ouais, vous êtes au milieu de l'après-midi. D'ailleurs, vous entendez sonner les cloches, donc il est sûrement à peu près entre 14h et 15h. Moi, je pense que c'est quand même important qu'on aille rapidement prévenir les gens au placé. Ouais. Parce que là, on risque de passer vraiment beaucoup de temps ici. Après, on peut se séparer, d'eux qui font des recherches et d'eux qui vont voir qui de droit. Et on utilisera les pierres? Voilà. Oui, c'était un peu l'idée, oui. Comme ça, on aura plus d'informations à fournir. J'ai l'impression aussi qu'on est un petit peu léger en... Je pense qu'il faut étoffer un petit peu plus. C'est possible. Voilà. Oui, bah, je reste à la bibliothèque aussi, avec Abilat. Voilà. On y va? Allez, ça va être sympa, hein. Non, mais ça va aller. Bah écoute, oui. D'accord. Garrick et Zarus, partis en direction du palais impérial, Abilat et Malicia vous redescendez vers le rez-de-chaussée où vous vous êtes séparés quelques secondes plus tôt avec vos compagnons. Vous êtes de nouveau dans le cœur béant de la bibliothèque et restez bluffés par la prouesse architecturale du lieu. L'espace interne semble toujours aussi gigantesque, il l'est réellement d'ailleurs. Vous pourriez facilement vous perdre pendant des semaines dans ces différentes sections se dessinant autour de vous. Le plafond est haut, incroyablement haut, et de multiples niveaux organisent le bâtiment. Les puits de lumière laissent pénétrer les rayons du soleil qui fragmentent l'intérieur, en autant de zones de lecture, car, sous ces puits, des tables ont été placées pour recevoir les lecteurs. La poussière se révèle à la lueur de ces puisards. Les rayonnages des livres sont cyclopéens. Plus de 1000, 10 000, 100 000 ouvrages peut-être. Difficile de savoir combien d'atlas, d'opuscules, de grimoires et autres manuscrits se trouvent en ces lieux. Quelques volages écarlates recouvrent certains pans de rayonnage pour afficher, sur ces teintures, le symbole de l'Empire lunaire. De nombreuses personnes lisent toujours, sérieusement et dans un silence étouffant, les livres de la bibliothèque. Bon, on se dirige vers le comptoir et puis on demande à parler à Maître Franck. Bah, vous voyez que c'est... Il vous regarde. Je suis Maître Franck. Ah, c'est aussi encore une personne âgée. Bah, c'est le même. Non, c'est le même. On le retrouve lui. Mais D'accord, je savais pas son nom. D'accord. Perdez la mémoire et la vue. C'est triste, ma petite. À votre âge. Mais non, je vous assure, je vous avais bien reconnu. Bien. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous connaissez les ouvrages de même nom? Pourquoi désirez-vous les regarder? Parce qu'il paraîtrait qu'ils étaient présents à Aldébaran, et je pense que ça a un lien avec tout ce qui se passe. Malheureusement, les ouvrages de même nom sont gardés en lieu sûr par le comte de Cossigan. Soit. Comme c'est lui qui nous a indiqué d'aller vers vous, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour qu'on ait accès à ces ouvrages. Eh bien, s'il vous donne quelque chose, ce sera à lui de le demander. Directement. Vous vous rappelez son visage? Oui, mais écoutez, on vient juste de sortir d'une entrevue avec lui, donc il n'y a aucun souci pour qu'on puisse normalement consulter ses ouvrages. Vous êtes sûr que vous l'avez vraiment vu? Il n'est pas facile, le comte. Oui, il était pas très chaleureux, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'il soit de notre côté pour qu'on puisse
accéder à ces ouvrages. Oui. Eh bien, si ouvrage vous devez les récupérer, c'est auprès de lui. C'est lui qui pourra vous les remettre. Écoutez, il a l'air très occupé, on l'a déjà dérangé une fois, on va pas passer notre temps à faire des allers-retours. J'aimerais vous aider. Mais ce n'est pas moi qui ai la clé. Mais oui, on comprend bien. Est-ce que vous auriez d'autres ouvrages sur Aldébaran ou... Oh oui, j'en ai beaucoup sur l'ancienne cité d'Aldébaran. La magnifique capitale d'Aldébaran, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et notamment comment trouver les phénix là-bas? Les phénix. Eh bien, apparemment, le dernier phénix impérial aurait été trouvé là-bas, vous saviez? Oui, oui, effectivement. Jusqu'à ce qu'il soit ramené à Paris pour cette cérémonie funeste. Effectivement. Et bien sûr, suivez-moi. Et là, vous entendez de nouveau craquer son dos. Il se déplace, il avance. Donc vous voyez ces puits de lumière, il passe de temps en temps. Vous avez l'impression d'avoir un visage extrêmement blafard quand il se tourne dans votre direction. Puis vous voyez ces ombres qui se dessinent sur son visage très sec. Il avance. Vous le voyez monter un étage. Pas mal de personnes en robe de bure ocre et crâne rasé déambulent. Puis, il arrive en direction d'un enfoncement semblable à une salle carrée d'où s'échappe une lumière venue de l'extérieur, pénétrant à l'intérieur de ce lieu par une fenêtre ronde. La douce chaleur imprègne les murs et joue avec la poussière ambiante comme autant de minuscules et frêles papillons d'habitude invisibles. Un lustre en fer forgé trône au-dessus de la salle, mais n'est pour le moment pas d'utilité en ce milieu de journée. Quelques plantes grimpantes entourent l'intérieur de la fenêtre circulaire, témoignant de l'âge avancé des lieux. Les ouvrages à gauche et à droite, dont les tranches sont présentées dans cet ensemble d'étagères, forment un enchevêtrement de longues heures de lecture possible pour tout bon lecteur avisé. Maître Franck s'approche d'une de ces rangées, de manière déterminée et sûre de lui. Il prend 3 ouvrages et vous les tend. Tenez, Merci. de rien, profitez-en. Et tu vois qu'il se retourne. Il se retourne de nouveau vers vous. Une fois que vous avez fini, vous revenez au comptoir. Et c'est nous qui rangeons dans les rangées. Oh, vous êtes bien courageux. N'en parlez pas. Il se retourne et il repart. Donc vous avez plusieurs rangées de grandes tables pour pouvoir vous affairer sur les ouvrages. Et donc, une fois ces 3 ouvrages, que décidez-vous? Je crois qu'on va pas avoir trop le choix que de parler au comte. Je suis pas sûre que ces ouvrages soient très éclairants pour... Non, c'est sûr, mais peut-être qu'il y a des informations dedans. Après, ça nous permettra peut-être d'avoir des informations pour appuyer notre demande auprès du comte. Bon, on parcourt les livres. Ouais, vous les parcourez. Dans ce cas-là, faites-moi un test d'intelligence. 14 plus 1, 15. 15 moins 1, 14. Donc, vous les compulsez rapidement, et vous comprenez que la première tour phéniciaire fut créée à Toulouse. Le phénix impérial fut très rapidement déplacé après la victoire de Charlemagne contre le rebelle Prométhée vers Aldébaran, pour limiter les effets néfastes des exactions du titan. En revanche, ce qui vous intrigue, c'est la disparition dans un de ses ouvrages de pages. Des pages ont été déchirées. 3 pages manquent sur la description de la cité d'Aldébaran. Allez. J'étais sûre qu'il y avait un truc comme ça. Est-ce qu'on trouve quelque chose sur le cœur de Prométhée? Non. Justement, il n'est pas du tout fait mention du cœur de Prométhée. Et sur le héros? Non plus. Ouais. Tu crois qu'on devrait dire à Maître Franck qu'il manque des pages là-dedans? Ça ne servirait pas à grand-chose. Il nous a dit de les lui ramener, mais il n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de les emmener devant le comte avant de les lui ramener. Oui. De toute façon, on peut prendre le temps de les consulter, reconsulter. Je pense qu'il est reparti à ses occupations. Non, mais je veux dire, soit montrer au comte que un de ses beaux livres est abîmé, soit lui montrer qu'il y a bien quelque chose qui... Bien sûr. Non, mais j'avais bien compris. Pas de problème. On peut repasser, le voir, avec les livres. Enfin, le livre, du coup. Du coup, il faut qu'on repasse par un maître pour de nouveau
Du Bah, coup, vous- quand on connaît le chemin, on peut y Vous aller connaissez direct. le chemin. Hein. Bon, bah du coup, on y retourne. Vous retrouvez donc de nouveau, au même endroit, le comte de Cossigan et sa fameuse pipe. Toujours dans sa vaste salle, éclairée naturellement par les faibles rayons du soleil, il lit des parchemins. Vos pas ont résonné jusque dans la salle. Vous en êtes certaine et pourtant, il ne réagit aucunement à votre présence. Il ne daigne même pas lever sa tête ou un de ses sourcils. Ok, bah on s'avance, je racle ma gorge. Qui lève la tête. Encore vous? Exactement, Vous vous êtes perdu? pas du tout. Mais on a découvert quelque chose Bien, Quelque chose qui dites-moi. manque. Dans votre bibliothèque. Et là, je demande à Abilad de tendre le livre. Comme vous voyez, des pages ont été arrachées. Et ces pages concernent bien évidemment l'histoire d'Aldébaran. Et c'est des informations qui nous semblent importantes et qui, à mon avis, sont l'origine du problème. Nous aurions besoin d'accéder aux ouvrages du même nom. Quelqu'un qui s'arrête. Même nom. Oui, C'est marrant parce que ça fait des années que je n'ai pas entendu le nom de Memnon et en moins d'un an, j'ai 2 personnes qui me posent la question sur Memnon. ah oui. Qui étaient ces personnes? Une représentante d'un clan de druides qui était venue me voir il y a un peu plus de 6 mois et qui cherchait aussi les ouvrages, ceux appartenant à Memnon. Et pourquoi précisément ça pourrait vous aider? Parce que nous pensons que ça correspond à tout ce qui se passe, à tout ce qui s'est passé, tout du moins à Aldébaran. Écoutez, je vais faire la même proposition que j'ai faite à cette fameuse Rolaya. Je suis prêt à fournir n'importe quelle information concernant les ouvrages de même nom. Mais si je dois m'en défaire, j'aimerais que vous m'aidiez sur une chose. Cette femme n'avait pas voulu participer à cet échange. Grand bien lui fasse. J'espère que vous accepterez si vous voulez acquérir les ouvrages de même nom. Je sais qu'une personne importante au sein de l'armée impériale fait partie du groupe des Prométhéens. On pourrait qualifier cette personne d'espion ou de traître. J'aimerais que vous me donniez le nom de cette personne. J'ai essayé, par mes propres moyens, de savoir quelle était cette personne. Sauf que toutes les personnes que je connais font partie d'Agone, et donc sont potentiellement des personnes qui peuvent être très facilement démasquées par ce traître. Si vous trouvez le nom de cette personne, je suis prêt à vous fournir les ouvrages de même nom. Nous souhaitons juste les consulter. Eh bien, si vous voulez les consulter, trouvez-moi ce traître. Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste? Il fournit des informations aux Prométhéens, et donc, il fragilise l'Empire. J'aurais déjà besoin d'avoir une preuve que vous les ayez bien en main parce que Vous l'information... n'en aurez pas. L'information que nous avions était que les seuls ouvrages étaient à Aldébaran. Mm. Comment pouvons-nous être sûrs que vous en avez? Vous ne pouvez pas. Je ne vois pas pourquoi nous travaillerons pour du vent. Eh bien, dans ce cas-là, faites comme Rolaya. Vous pouvez y aller. Et tu vois qu'il reprend sa pipe. Et tu vois que tout en regardant quand même ses papiers, il parle comme ça à voix haute. Mais si vous désirez trouver ce traître, je serai toujours là. Et les ouvrages aussi. Bon, je l'emmène à l'extérieur de la pièce pour qu'on puisse discuter. De votre côté, Gary Kézarus, tandis que la moitié de la compagnie Malégol cherche des informations dans la bibliothèque impériale, vous reprenez un passeur pour déambuler vers le quartier du palais. Facilement repérable de loin, de nouveau, vous trouvez l'enceinte intérieure du palais, haute d'une quinzaine de mètres, 2 fois moins grande que la grande enceinte naine d'Agone. À l'entrée du palais, des gardes vous bloquent le passage. Vous apercevez malgré tout, au-delà de ces gardiens, l'immense palais d'or, très élancé. D'or, pas vraiment. L'alliage est certes similaire par sa couleur,
mais il ne la restitue pas avec autant de clarté que l'or lui-même. L'entrée du palais est à quelques mètres. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir les multiples et sublimes escaliers en mosaïque du palais. C'est une évidence pour vous. Ce palais n'est pas le fruit de la main de l'homme, encore moins celui des nains, malgré leur qualité. Il s'agit d'un travail elfique. Au-dessus de cette immense tour élancée, formant le cœur du palais, vous apercevez la puissante statue dorée de l'homme en croix, fier et majestueux, montrant sa détermination à braver les éléments. Le regard d'un des gardes vous ramène rapidement à votre but initial. Bah, du coup, je m'approche, je sors l'ouvrage, et je leur dis, je viens le comte de Cosigan nous a dépêché pour aller donner cet ouvrage à l'impératrice. Très bien. Tu vois qu'il regarde l'ouvrage. Je reviens. Et tu vois qu'il se déplace. Il revient au bout de 10 minutes. Bien. L'intendant aimerait vous voir. Suivez-moi. Et donc, il rentre. En entrant par-delà l'enceinte, vous pouvez enfin observer avec attention la puissance et toute la beauté de cette majestueuse tour elfique. Les marches menant vers l'entrée principale sont une myriade de disques accolés les uns aux autres et dessinent une ascension majestueuse vers le cœur du pouvoir impérial du fragment du Zénith. Des braseros enflammés semblent monter la garde, mi-parcours de votre ascension. Le métal dans lequel est constituée l'architecture du palais n'a pas de chaleur. Pourtant, le soleil tape fort. Il doit être 15 ou 16 heures à présent. Vous accédez à 2 battants. À l'intérieur, tout est plus vif, tout est plus majestueux encore. L'imposante structure est vertigineusement élancée. Constitué de multiples lamelles dorées, l'ensemble est très aérien. Rien n'est carré ou anguleux. La tour est bâtie dans un enchevêtrement de fragments métalliques circulaires donnant un effet de grandeur, par prolongement stupéfiant. Ce n'est décidément pas la main de l'homme ou des nains qui a établi ce palais. Vous en êtes définitivement certain. Cette finesse, cette extrême finesse, est une finesse somme toute très elfique. Vous ne sentez même pas le poids des âges. C'est propre, c'est lumineux. Une odeur mélangée de rose et d'encens parcourt les lieux. Pas mal de gardes circulent aussi, notamment des âmes forgées. Le garde vous amène jusqu'à un étage. De là, il vous amène jusqu'à un long couloir formant en réalité un pont permettant de voir le niveau du dessous. C'est haut et intrigant. Sur le côté, à intervalles réguliers, des statues angéliques portant des globes luminescents d'un orange chaleureux. Arrivé à une intersection de ce pont couloir, votre guide s'arrête et laisse une porte circulaire s'entrouvrir en se décalant tout en roulant sur le côté en un bruit métallique. Dans cette salle, un gnome, portant un somptueux turban ainsi qu'une barbichette très ancienne, ravagée par le temps et jaunie en partie. Une tresse, finissant cette vieille barbe, donne au gnome un air agréable malgré son teint sec et grave. Il vous regarde, avec ses oreilles larges, caractéristiques de sa race. Il vous fait un léger signe de la main. Entrez, entrez, entrez. Que puis-je faire pour vous? Entrez. Donc, tu vois qu'il a une plume à la main et donc le garde vous laisse. Vous venez de la part de Kosigan, c'est cela? Oui, tout à fait. Du comte Ligart. Ouais. Comte de Kosigan. Il vous a remis un ouvrage, c'est cela? C'est pour ça. l'impératrice. Tout à fait. Très bien. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, mais vous ne ressemblez pas spécialement à l'impératrice. Ah, je reconnais que je ne ressemble pas à l'impératrice, mais je peux très bien vous aider. C'est-à-dire que le, le comte nous avait conseillé d'aller voir l'impératrice pour pouvoir demander une entrevue avec l'écho de Charlemagne. Hmm. Intéressant, intéressant. Et vous êtes qui par rapport au comte? Nous faisons partie d'une compagnie qui a travaillé autour d'Agone et qui a rendu quelques services aux à différents duchés. Et nous souhaiterions donner, enfin, nous souhaiterions transmettre quelques informations à l'écho. Et pour cela, il faut passer par l'impératrice. Donc par vous, visiblement. D'accord. Eh bien, et tu vois qu'il n'a même pas le temps de finir sa phrase, que vous entendez une voix derrière vous, féminine.
Je prends le relais. Et vous retournez, vous voyez en fait une femme, une elfe, la peau d'ébène, les yeux blancs. Ce contraste vous marque visuellement. Des yeux perçants extrêmement profonds, des yeux elfiques, de haut elfe. La tunique de cette femme est noire, extrêmement fine et travaillée. Tout est noir, mais composé de 3 tissus différents, qui selon les contours jouent avec la lumière pour ajouter de la nuance à cette forme ténébreuse. Des fils d'or parcourent intelligemment la robe pour donner de manière assez simple une aura puissante à l'ensemble. Une sensation de grande prestance naturelle se dégage de cette haut elfe. Elle vous dévisage longuement puis passe au gnome, pour réitérer ses propos de manière plus affirmée encore, comme pour signaler qu'aucun débat n'est possible. Je prends le relais. Et donc le gnome vous regarde. Très bien, très bien. Eh bien, je vous laisse à la grande conseillère. C'est dommage, j'avais envie de discuter avec nos compagnons. Ça fait la 2e fois que je vois des nains, et j'aurais bien voulu en discuter un petit peu avec vous, mais la prochaine fois, vous revenez me voir. Avec plaisir. Très bien. Et donc, cette femme vous regarde. Suivez-moi. Et elle se déplace aussitôt. Non, je suis. Donc, vous vous déplacez dans le couloir, vous avancez. Donc, il n'y a personne d'autre que vous. Vous voyez qu'à un moment donné, elle s'arrête. Elle se retourne. Le comte de Cossigan vous a remis un ouvrage pour l'impératrice. Oui, tout à fait. Je le remets. Donc, elle le regarde. Bien. Très bien. Et Qu'est-ce qu'on lit dans ses yeux? elle a l'air intriguée. Elle vous regarde tous les deux. Et vous êtes... Je me prénomme Zarus. Garrick. Et nous faisons partie d'une compagnie qui a travaillé pour le duc de Champagne. Zarus. Oui. Vous n'étiez pas dans l'armée impériale. Si. Il y a longtemps. Vous avez connu la générale Constance. Oui. Vous savez précisément ce qui lui est arrivé? On m'a dit qu'elle était morte lors d'un combat contre la sombre sente. Je n'en sais pas plus. Et savez-vous aussi ce qu'elle possédait? Non. Ce que vous-même possédez avec elle? Non. Eh bien, à sa mort, j'ai protégé son fils. Son fils. Votre fils. J'ai un fils? Oui. Euh. Et croyez-moi qu'il est entre bonnes mains. Constance était une personne très importante pour moi aussi. Où est-il? Avec moi, au palais. Je... Elle m'a dit qu'un jour vous reviendrez sûrement. Et que dans ces moments-là, je pourrais peut-être compter sur vous. Comme vous pouvez actuellement compter sur moi. En revanche, ce que j'aimerais savoir avant, c'est jusqu'à quel point vous êtes proche du comte de Cossigan. Il nous sert juste d'intermédiaire pour pouvoir vous rencontrer et contacter l'écho de l'empereur. D'accord. Tu vois qu'elle regarde donc Garrick. Est-ce que vous lui faites confiance? À moi, hein, Oui. pas au compte. Oui. Oui, tout à fait. Tu vois qu'elle regarde à droite et à gauche. Bien, il faut que je vous confie quelque chose. Voyez-vous, depuis un certain temps, les choses vont de plus en plus mal au sein de ce fragment et au sein même de l'Empire. Le fait que nous ayons des échos à la tête de chacun des fragments est une hérésie. En réalité, un empire qui ne bouge pas est un empire qui s'écroule. Les échos ne sont que le reflet malheureux d'une époque qui ne peut avancer aujourd'hui. Les Prométhéens l'ont compris, et je l'ai compris aussi. Nous sommes plusieurs au sein de l'armée impériale à avoir compris
que l'écho ne peut entreprendre les réformes qui permettront à l'Empire, au second empire lunaire, de progresser. Dans la cité, il y a un chef, le chef des voleurs. Il se fait nommer le Grand Cosre. Il a beaucoup d'influence ici. J'aimerais le contacter, sauf qu'il se méfie de chaque membre de l'armée impériale. Il les connaît, je ne sais comment, mais il nous connaît tous. J'aimerais que vous soyez mon intermédiaire, car les Prométhéens cherchent à faire alliance avec le Grand Cosre pour que nous puissions nous soulever contre l'écho. Vous voulez organiser une révolte, en fait. Oui. J'ai un parchemin dans mon propre bureau. Si vous rencontrez le Grand Cosre, dites-lui que la grande conseillère est prête à s'allier avec lui. Et s'il est d'accord pour s'allier, nous trouverons un terrain d'entente. Nous signerons un accord pour que je respecte ma parole et lui aussi. Du coup, je regarde Garrick. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Et je sais que c'est pas trop les affaires politiques, c'est pas trop ton... Mais je peux pas prendre la décision tout seul, en fait. Mais on peut pas la prendre à deux non plus. Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse venir Abilat et Maïsia. On a 2 compagnons qui nous accompagnent tout le temps, sur qui on peut répondre de leur fiabilité aussi. Mais il faudrait qu'on puisse les contacter pour... Du coup, je lui montre que j'ai une pierre de communication. Je lui demande si j'ai l'autorisation, parce que ça doit être quand même un peu protégé. Je peux avoir l'autorisation de les contacter directement, ou si elle préfère que je fasse... elle préfère faire intervenir une garde ou quelque chose. Les pierres messagères sont utiles. Maintenant, j'espère qu'elles sont dans un endroit sûr. Car ce que je vous indique est passible d'une mise à mort. Dans ces cas-là, je vais autant les faire venir directement ici. Très bien. Je peux juste leur demander si... Enfin, leur dire de nous rejoindre directement au palais, si elles peuvent avoir l'autorisation de rentrer. Très bien. Faisons ainsi. Bah, du coup, j'utilise la pierre de contact. Donc vous étiez à l'intérieur de la salle, hein, enfin dans le couloir, hein, il me semble, donc de la bibliothèque, et vous étiez en train de discuter pour réfléchir, et donc Abilat, tu sens la pierre chauffer très légèrement. Je la sors. Ouais. Et donc tu peux entendre très légèrement, donc il faut vraiment que tu t'approches donc au niveau de ton visage, mais tu entends la voix de Zarus. Alors, je me rapproche de l'oreille très curieuse. On se colle toutes les deux là. Je me rapproche de l'oreille d'Abilat. Excuse-moi pour mes cordes. hein. Abilat, tu m'entends? Oui, c'est génial. Ça marche, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre au palais? Mais... urgemment. Ah, t'es sûr? Ah oui. Oui, je suis catégorique, oui. Je m'approche. Zarus, c'est un truc important à te dire. À moi? À nous aussi. Oui, non mais ça nous concerne tous les 4. Hein. Ok, bon bah, Oui, on a un truc à finir et on arrive. on a une toute petite chose. Ouais. Une info importante qu'on doit faire. Ouais. À voir. Ok. Mais dépêchez-vous. Ok. On raccroche comment? Je sais pas. Bah tu la retires, J'arrête de- ouais, en fait tu le retires de ta bouche et tu vois que donc la pierre se refroidit très légèrement. C'est communication. Ok. Bon bah, vite, Abilat, on part voir Mestre Franck. Oui, d'accord, oui. Donc vous voyez Mestre Franck qui est là. Oui. Regardez, Mestre. Nous avons ouvert ce livre et... Là, pour le coup, il a le visage qui se décompose. Mais quel est le sagouin qui a fait cela?
Et tu vois qu'il regarde. Se poser la même question, est-ce que vous savez? Parce que c'est pas possible de faire ça. Vous avez bien un registre. Quelle est la dernière personne qui a consulté le livre? Tu vois qu'il il prend son ouvrage, il commence à le tourner. Il s'agit... Tu vois qu'il il penche la tête légèrement. Il s'agit d'Eldon, du clan de Turenne. Il s'agit de l'intendant du palais impérial. L'orage gronde au sein de la capitale du fragment du crépuscule. Dans ses appartements, à l'abri de la pluie et du vent violent qui mugit au-dessus d'elle, Dany Wen, régente impériale, attend patiemment devant la fenêtre de ses appartements. Sa coupe d'Hippocrate à base d'Élébore à la main, la haut-elfe songe au prochain coup. Son mécène lui a parlé des agissements de l'écho du Zénith. Elle doit agir vite. Mais aller jusqu'au bout implique un pacte contre nature. Le doute l'assaille. Serait-ce un pas de trop? Non. Elle en est certaine. Si les puissances de ce monde l'ont approchée, c'est pour sa victoire. Elle est la représentante du destin de cet empire. Elle est la protégée de Séléné. Elle en est convaincue depuis son enfance. Je ne peux pas faillir. Pas maintenant. Elle est interrompue par un serviteur venant auprès d'elle. Le sorcier attend votre signal, régente. Il est prêt pour sa tâche, tout comme l'ordre des naufrageurs. En repensant à cet ordre, elle frissonne nerveusement. Elle n'aurait jamais pensé devoir un jour en appeler à ces sombres mercenaires. Le temps presse, voilà la raison. Ou plutôt un moyen de se dédouaner de son acte. Dany Wen sait que chaque seconde compte. Elle n'a pas entendu la suite des propos de son serviteur, mais tourne sa tête vers lui. Il attend. Procédez sur le champ. Je me charge du sorcier. L'homme s'incline, respectueusement, et se déplace prestement en direction des escaliers pour grimper promptement la multitude des marches menant vers les hauteurs du palais. Seule de nouveau, la régente observe sa main gauche. Au creux de celle-ci, une bille. Un éclat vert se diffuse en son cœur. Elle réfléchit quelques secondes. Elle repense soudain à sa propre jeunesse et serre rageusement les dents. Il lui semble par instant, depuis le sommet du palais, les entendre. Elle s'en veut déjà. Une image la submerge, celle d'une enfant de 9 ans, dans les geôles d'une cave. Son histoire. Elle se demande si son mécène la met dans cette situation exprès, ou si réellement il n'y a pas d'autre solution. Je suis désolée pour vous. Mais l'Empire a besoin de moi. Elle brise compulsivement la bille qui libère son gaz. Au même moment, dans les sordides sous-sols humides et nauséabonds du palais, le sorcier Naizor distingue dans l'obscurité sa bille emplie d'un gaz vert, sur son pupitre de bois. Elle s'est brisée de manière surnaturelle. Le signal, sourit-il entre ses dents. Sur ce pupitre, un très ancien manuscrit. Longtemps caché, le sorcier sait à présent que sa magie sera appréciée à sa juste valeur. Vous me méprisiez, mais à présent, vous verrez tous à quel point je vous suis supérieur, insiste-t-il en un murmure, derrière son imposante barbe grise. Sa vieille tunique sacrée, du même acabit, lui donne un air sinistre. Il l'est. De nombreuses bougies positionnées sur de hauts candélabres permettent à Naizor de distinguer les nombreuses phrases du manuscrit impie. L'eau croupie à différents endroits sur le sol pierreux de la cave miroite d'une danse liée aux flammes autour du sorcier. Il prend soudain sa voix la plus grave et prononce les paroles rituelles. Depuis les hauteurs du palais, sous une pluie battante, le serviteur de la régente arrive enfin, à moitié suffocant. D'une impressionnante cheminée formant une bouche béante comme l'entrée d'un puits, la sombre toiture de la demeure impériale rougit d'un puissant et ardent brasier. Les flammes les plus fortes crachent leurs cendres virevoltantes autour du serviteur et des nombreuses personnes réunies en ce lieu. Là, autour de l'âtre, nues
tels des nouveau-nés, des centaines d'hommes et de femmes, des enfants aussi, pleurent et supplient la déesse Sélénée de les sauver. Ils sont positionnés en pénitents, tête au sol. La pluie froide comme la mort tombe sur leur dos. Autour d'eux, passant de rangée en rangée pour maîtriser les plus récalcitrants, les membres de l'ordre des naufrageurs. Le serviteur les observe, puis leur fait signe. C'est le moment. Alors, le rituel commence. Les pauvres malheureux sont un à un égorgés, ne devenant plus que des corps inertes, dont le sang coule jusqu'au rebord de l'âtre vomissant, avec force sa chaleur. Plusieurs secondes, puis des minutes, avant que le dernier esclave ne voie sa vie voler. Le son d'une voix grave entoure soudain l'espace autour de ces corps inertes. La voix d'un puissant sorcier. Le feu s'intensifie à de nombreuses reprises. Le palais résonne d'un murmure angoissant. L'orage gronde. Plus fort, anormalement, comme pour chercher à stopper la folie qui se déroule en cet instant. Les ombres elles-mêmes semblent en appeler à une puissance ténébreuse. Enfin, tous entendent une voix, ou plutôt un son, venant des profondeurs du monumental foyer incandescent. Cette tonalité n'est pas humaine et émerge pour faire la démonstration de sa monstruosité et chercher celle qui subira les foudres de son appel. Et la suite. Non, mais non, mais non. Au prochain épisode. Mais non. Ah non, mais là, c'est horrible. Et voilà. J'espère que vous aimez ce moment politique, vous qui avez vu donc les deux passages. En tout cas, si vous avez aimé, mettez des pouces, abonnez-vous. On sait que vous regardez les épisodes, mais vous ne vous abonnez pas, alors profitez-en quand même. Et puis que dire d'autre? C'est jamais passé ça. Et puis, si vous avez envie de communiquer avec nous, on a un... Discord. Voilà, où on peut faire des blagues, faire des sondages. Spoilé. Mais dans la zone réservée à cet effet. Voilà. Et dites-nous, surtout Chat et Amandine, regardez pas par exemple, parce que ce serait horrible. Ah bah là, c'est sûr que il faut vraiment faire attention à ne pas regarder la partie de l'autre. Ça, c'est... Ah ça, oui. Ou à ne pas raconter certaines choses. Voilà. En tout cas, profitez-en. On se retrouve d'ici 2 semaines. Ouais. Et puis d'ici là, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao.